savoir, est-ce que par rapport à cet établissement des visas, on ne fait pas un bond en arrière, grand bond en arrière, surtout pour l'intégration. Voilà, surtout que nous avons, vous savez, nous avons un grand projet, route pont-rail entre Congo, Brazzaville et Malébo. Et ce projet, c'est le président Dédé Sassou Nguesso qui le pilote. Je crois que bon, c'est une crise passagère et je crois que à la suite, on va trouver les solutions idoines à ce problème. C'est une crise comme il en existe toujours des crises entre États et je crois que d'ici quelques mois, nous avons besoin de cette intégration régionale, d'autant plus qu'il y a ce projet pont-route-rail. Et de l'autre côté, vous savez, bon, quelque part, le commerce frontalier entre Brazzaville et Kinshasa, c'est un commerce qui rapporte pour les deux États. C'est-à-dire qu'à Brazzaville et à Kinshasa, ce commerce rapporte. Et il y a aussi un problème de main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre, nous, on a des projets, on a besoin de la main-d'œuvre de fois qui vient de Kinshasa. Donc, je crois que, bon, allez, c'est une zone de turbulence, comme on dit, voilà, dans le jargon de l'aviation. Est-ce que cette zone de turbulence n'a pas raison à Théodoro Obiangema, qui lui n'a pas voulu tout de suite signer des accords pour la libre circulation des biens des personnes? Mais il faut comprendre la motivation de Théodoro Obiangema. Et sa motivation est légitime. Sa motivation, c'est quoi? La Guinée équatoriale vise l'émergence, non pas d'ici 2025, mais d'ici 2020. D'accord, donc 5 ans avant le Congo. 5 ans avant le Congo. Et Théodoro Obiangema se dit, si aujourd'hui j'ouvre les frontières, alors j'aurai du mal à canaliser toute l'énergie que moi, je veux mettre dans la construction des infrastructures. Parce que quand ces personnes arrivent, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les accueillir. Et si les structures pour lesquels on doit accueillir ces personnes ne sont pas encore installées, évidemment, ça poserait un problème. Et le président Obiangema, il n'y a pas que lui, mais il y a aussi le Gabon. Aujourd'hui, jusqu'à présent, même si nous avons le passeport CEMAC, pour arriver au Gabon, il faut avoir un visa. Donc finalement, l'intégration régionale, on attendra. Finalement, l'intégration régionale, vous savez, au niveau de l'Afrique centrale, le problème qui fâche, hein, je veux le dire, c'est pas un scoop, hein, je le dis à nos téléspectateurs, un scoop, mais ce n'en est pas un. Le problème en Afrique centrale, c'est parce que tous les pays sont riches. Et vous savez, un pays riche n'aime pas recevoir les pauvres. Voilà. Quand vous avez, par exemple, l'intégration en Afrique de l'Ouest, ça a réussi. Pourquoi? Parce que la majorité des pays ont besoin de l'autre. Or, au Congo, nous, on a le pétrole. Au Tchad, on a le pétrole. En Centrafrique, on dit qu'on a découvert le pétrole. Au Cameroun, on a le pétrole. En Guinée équatoriale, on a le pétrole. Donc, chaque pays étant plus ou moins, on va dire, allez, indépendant, il se dit, bon, est-ce que moi j'ai besoin de l'autre? Mais par contre, dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays, un pays comme le Mali, par exemple, a besoin nécessairement, ou des pays comme le Burkina Faso, ils ont besoin de la Côte d'Ivoire. Parce que sinon, leurs marchandises vont passer par où? Donc nous, on a un peu ce complexe là, bon, on va dire ce complexe de supériorité, parce que nous avons assez de richesses et on se dit, bon, avec les richesses que nous n'avons pas besoin de l'autre. Mais on a toujours besoin de l'autre, parce qu'aujourd'hui, même les États-Unis, première puissance économique mondiale, a besoin des autres nations pour commercer. On va juste revenir rapidement, Léon Tibongo, sur cette question liée à la présence des étrangers au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que vous nous expliquez aujourd'hui que le Congo n'est pas un pays xénophobe, nous accueillons tout le monde, les gens peuvent exercer les métiers qu'ils veulent. Librement. Ce qui est une réalité. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que cela n'est pas le fruit, en fait, d'un laxisme ou encore d'une législation absente dans ce domaine? Le Congo a-t-il aujourd'hui une vraie politique au niveau de l'immigration? Parce qu'on se rend compte que par rapport à cette opération, apparemment il y a eu énormément d'improvisation, c'est comme s'il n'y avait pas un cadre légal pour canaliser en fait tous ces flux migratoires. Bon, écoutez, là c'est une bonne question, très pertinente. Je vais répondre sans langue de bois. Je crois que le Congo, étant tellement hospitalier, avait fait fi de la réglementation sur le séjour des étrangers dans son pays. Parce qu'on n'exigeait pas de carte de séjour. C'est quelques rares personnes qui ont des cartes de séjour. Et aujourd'hui, on était confronté à une situation là où on a une population nombreuse, souvent désœuvrée, donc qui s'adonne à la délinquance, et il faut commencer à encadrer. Mais pour encadrer, il faut les lois. On a une loi sur l'immigration, oui, la loi existe, qui date de 96, mais cette loi, voilà, mais le problème c'est que cette loi, fort de sa, comment on va dire, bon, on dit nul n'est censé ignorer la loi existe, mais c'est que cette loi, en fait, les pouvoirs publics ne l'appliquaient pas. Reconnaître, il y avait un laxisme, oui, latent, vous savez, pour traverser le beach, on n'avait pas besoin de laisser passer, on donnait 1000 francs aux policiers, et le 1000 policiers vous laissez passer.
Et de mémoire, il faut quand même reconnaître une chose, je le dis encore, pour montrer quand même que l'administration congolaise, quand même là de ce côté, a quand même fait quelque chose que les gens ne connaissent pas. Pour mémoire, c'est la première fois que j'ai vu que l'administration congolaise a sanctifié, parce qu'on a radié plus d'une dizaine de policiers. Est-ce que vous, qui êtes un compatriote, vous avez pour mémoire un rappel qu'au Congo, on ait radié des policiers parce que les policiers ont mal exercé aussi rapidement. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté politique qui est là. Et on a vu tout le commissariat du Beach être relevé. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. On veut mieux faire aujourd'hui, c'est bien. Avant, bon, c'est vrai, il y avait beaucoup de laxisme, on le reconnaît qu'il y avait le laxisme. Et ben voilà, ben, aujourd'hui, bon, il n'est pas trop tard, hein, bon, on commence à mieux faire. C'est tant mieux pour notre pays. Alors, Léo Juste-Bombo, on va terminer cet entretien sur la tribune qui a été la vôtre. C'est l'appel que vous faites pour cette nouvelle république, nouveau parti républicain. Nouveau parti. Alors, en le parcourant, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Vous dites énormément de choses, mais vous avez oublié la diaspora. Là-dedans, aucune allusion à la diaspora. Or, notre diaspora, pas seulement la nôtre, mais la diaspora a été consacrée comme le 6e continent par les institutions internationales. Et chez nous, pour la première fois, le président Denis Sassou Nguesso a créé un département des Congolais de l'extérieur et présidé par Madame Edith Itouari. Tout à fait. Vous êtes passé à côté. Bon, je reconnais qu'on n'a pas parlé de la diaspora, parce que mais il y a eu un effort considérable. Hein. Le président de la République a mis en place au niveau de son cabinet pratiquement un organe chargé pour la diaspora. Oui, je reconnais. Juste pour ajouter cette volonté du président, c'est quand on le voit, quand il vient ici à Paris, il redit toujours la diaspora, rentrée. Récemment, il était à Bruxelles, il a redit la même chose. Et là, on voit une nouvelle république. Oui, mais attention, de l'autre côté, il faut quand même reconnaître que nous sommes allés un peu... Allez, on a été un peu futuristes. Oui. Pourquoi? Bon, c'est peut-être pas exagéré. Pourquoi nous le disons? Nous avons dit que nous avons besoin de plus de démocratisation. Qui parle de démocratisation parle nécessairement de suffrage universel. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratisation sans suffrage universel. Qui parle de suffrage universel veut dire que tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora, maintenant devraient par exemple voter. C'est-à-dire qu'en 2016, ah bah oui, on le dit, en 2016, nous vous dirons que, puisqu'on parle de plus, le Congo a besoin aujourd'hui de plus de démocratisation, de participer à l'action publique. Donc, en 2016, notre apport au niveau du pacte républicain que nous voulons, c'est que, y compris les populations de la diaspora, que ces populations aient le droit de vote. Parce qu'elles aussi, elles ont soif, surtout au niveau de la diaspora. Par exemple, la diaspora ici en Europe, ici en France, nous voyons quand même au niveau des réseaux sociaux, nous voyons comment cette diaspora s'implique et de fois très virulente, on va dire un peu comme ça. Peut-être pas agitée, mais je crois très virulente, c'est tout à fait normal. Quand on aime, on ne compte pas. Et ceux qui aiment ne comptent pas, et je crois que la diaspora congolaise aime tellement, c'est tout à fait normal, parce que les racines de cette diaspora se trouvent au Congo, donc elle ne peut pas ne pas intervenir. Et je pense que c'est de bonne guerre, on ne doit pas l'enfermer, même si de fois on en voit souvent les interventions sortir un peu du cadre, on va dire, du discours légal pour être un peu ethniciste, machin. Mais bref, donc aujourd'hui, le Congo a besoin de plus de démocratisation, donc la diaspora congolaise devrait être impliquée et avoir ce droit de vote pour l'élection de 2016. Alors, on va rester sur cette diaspora. Aujourd'hui, on lui demande de rentrer, de pouvoir s'impliquer dans le développement du pays. On se rend compte qu'en face, il n'y a rien qui est fait quasiment pour pouvoir l'intéresser, pour pouvoir l'interpeller à ce qu'elle puisse rentrer et... Non, ça je crois que c'est une mauvaise lecture, je le dis, hein. Je ne me fais pas le porte-parole du président, je crois que le président a eu à recevoir la diaspora qui... des médecins. Et aujourd'hui, il y a un vaste programme de construction des hôpitaux généraux dans tous les départements du Congo. Et on a besoin de ces médecins. Le problème, c'est quoi? Il faut le dire. Il faut le dire. Bon, on a un Parlement qui ne fait pas très bien son travail. Et de l'autre côté, mais le président a mis en place ce qu'on appelle un département chargé des Congolais de l'extérieur. Mais c'est à ce département de faire son boulot. Donc vous dites aujourd'hui qu'Edith Itouari ne fait pas son boulot. Non, je n'ai pas dit qu'Edith Itouari ne fait pas son boulot. Je ne stigmatise pas personne. Oui, moi, j'ai coutume à ne pas stigmatiser personne. Je dis qu'il y a une structure. Moi, je parle de la structure. La structure existe, c'est à la structure de faire son travail. Si la structure ne fait pas son travail, ça veut dire que les animateurs sont plus ou moins défaillants. Si les animateurs sont défaillants, mais ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Oui. Mais est-ce que quelque part, vous ne pensez pas aussi que c'est l'institution
qui est au-dessus de ce département, qui ne lui donne peut-être pas les moyens pour pouvoir faire son travail. Écoutez, moi je sais que l'institution existe. Oui. Et je vois même, c'est rendre honneur au président de la République, l'institution existe. Mais le problème maintenant c'est quoi? Mais quand on met en place, mais c'est un challenge. Vous savez, moi je vais donner un exemple. Je le prends toujours malin plaisir à le dire. Je le dis encore à nos téléspectateurs aujourd'hui. Vous savez, il y a un ministre que j'estime beaucoup dans son action, c'est le ministre Pierre Oba. Les gens me disent, mais pourquoi? Regardez le ministre Pierre Oba, un policier carré, policier qui a exercé dans la police, machin, policier sécurité. Mais aujourd'hui, on l'a mis dans un ministère, le ministère des Mines et de la Géologie. Mais aujourd'hui, il a relevé un challenge extraordinaire. L'éclosion des mines dans notre pays, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Mais qui aurait cru que non, mais c'est le ministre Oba qui va aujourd'hui à le faire de Zanaga, aujourd'hui à le diamant, aujourd'hui à les mines au Congo, mais demain, ce serait les mines. Mais c'est grâce à l'action de Pierre Oba. Il a eu à manager son ministère, à faire son boulot. Écoutez, il y a des ministères, on vous a nommé à une fonction, c'est à vous de faire votre travail. Si vous ne faites pas votre travail, écoutez, changez-les. Mais moi je le dis, je m'excuse, je ne parle de personne. Je dis qu'au niveau de la diaspora, il y a une structure qui a été mise en place. C'est à la structure de faire son travail, de se faire connaître. Nous on est venus à Paris, on est ensemble ici avec Ziana TV. Pourquoi on est? Parce qu'on veut faire connaître notre pacte républicain. Oui. À ceux à qui on a donné des responsabilités, de faire, on va peut-être pas dire autant, mais au moins, disons, d'essayer de faire quelque chose pour se faire connaître. Au niveau du secteur républicain, comment est-ce que vous abordez-vous cette question de la diaspora? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez quels peuvent être les leviers qui vont permettre aux gens qui sont aujourd'hui réticents, il faudra me le dire, et certains veulent bien rentrer, il y a une réticence énorme. Au niveau du secteur de réflexion, comment est-ce que vous abordez la chose? Je vais vous faire un aveu, Encore. Mais moi-même, j'étais de la diaspora. Oui. Moi-même, j'étais de la diaspora. Je suis resté de très longues années ici en France. Mais un jour, je peux le dire, le 14 juillet 2014, certainement avec le concours d'un de mes jeunes oncles, je peux le citer. 14 juillet 2014, non, on n'y est pas encore. 2005, autant pour moi. Avec un peu le concours d'un de mes jeunes oncles, je peux le citer, Aristide Obambe, qui m'a dit, alors, qu'est-ce que tu attends? Tu as dit que tu as fait telle étude, tu as dit que tu as fait qu'est-ce que tu attends? Et le 14 juillet 2005, exactement, j'ai pris mes bagages, je suis rentré dans mon pays, mais je suis rentré sans rien. Mais aujourd'hui, je me bats. Donc la diaspora, je crois que nous ne devons pas hésiter à rentrer dans notre pays. Nous devons venir. Le problème, c'est d'abord de commencer à avoir un pied au Congo. Savoir un peu qu'est-ce qui se passe au Congo. Parce que souvent, on est en profonde. On va dire que les lois, il y a des mesures qui sont prises dans notre pays. C'est vrai que il y a ce déficit de communication. Moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas à moi de faire la promotion du gouvernement. Oui. Mais il y a des mesures qui sont prises de fois que le gouvernement a du mal à rendre public ou à rendre accessible aux populations. Mais la diaspora aujourd'hui, que le président lui-même, il a dit, il veut que la diaspora participe. Si on a mis aujourd'hui un fonds de garantie, aujourd'hui on a mis au Congo on a pris une loi, un fonds de garantie pour les accidents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux être victime d'un accident, l'État, s'il n'y a pas quelqu'un de responsable, l'État va prendre la responsabilité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettra pas en place par exemple un petit fonds de garantie pour la diaspora, c'est-à-dire que pour ceux qui vont venir, d'autant plus qu'on a des bâtiments qu'on est en train de construire. Dans le temps, au l'OCA, c'était pourquoi? C'était pour recevoir les boursiers qui partaient à l'extérieur. Mais tous ces bâtiments qu'on a construits, pourquoi est-ce qu'on ne mettra pas en place un petit fonds de garantie? C'est-à-dire que bon, voilà, on va appeler les gens les gardes de la diaspora qui vont rentrer, on va commencer à donner peut-être 5 millions à quelqu'un, bon, il va commencer à ouvrir sa petite entreprise. Je crois que le Congo, aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de dynamisme. Et moi, je vous remercie beaucoup, je vous félicite pour cette tribune, pour cette émission, parce que ça montre une autre face du Congo. Et on a besoin de ne pas seulement montrer la face de ce Congo qui ne marche pas, qui marche en reculant, alors que le Congo avance. Voilà. Le Congo avance, mais il y a une chose dans laquelle on n'a pas constaté cet avancement, c'est au niveau de l'usage des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait quand même que notre pays a un chômage excédentaire, je ne peux pas dire quasiment 50% de la population active au chômage, alors que nous savons que dans les nouvelles technologies aujourd'hui, il y a un vivier d'emploi qui est très très important. Comment se fait-il qu'on ne sait pas arrimer à ce train, en fait, qu'on a du mal à s'arrimer, puisqu'on nous dit qu'il a fait boutique au Congo, mais en fait personne ne voit pas grand-chose. Vous savez, ce n'est pas la faute du président. Là encore, on parle pas du président. Oui, on ne parle pas du président, mais je vais recadrer quelque chose. Vous savez, on a combien de ministères en charge de la jeunesse dans notre pays? On a le ministère chargé de l'éducation civique et de la jeunesse, le ministère des sports et de l'éducation civique. On a le ministère, on a un conseiller, le ministère d'Amata Mateta.
C'est-à-dire que je crois que le président, il a une forte vision pour canaliser les jeunes. Mais là encore, si les ressources humaines, si les animateurs ne font pas leur travail, voilà. Mais aujourd'hui, le Congo, la fibre optique, oui, mais il y a plusieurs emplois qui peuvent être créés autour de la fibre optique. Mais pourquoi est-ce que ces emplois-là, on ne les crée pas? Mais peut-être que parce qu'il y a, au niveau de ces ministères qui sont chargés de l'exécution de ces... il y a un manque de visibilité. Mais au niveau des mines, j'ai parlé de l'éclosion des mines aujourd'hui. Les mines aujourd'hui emploient beaucoup de population. Je crois, et je le dis sans langue de bois, nous l'avons dit, que le président devrait changer tout son gouvernement. On nous a tapé, on a dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il peut dire que le président change? Mais j'ai dit, mais oui, mais écoutez, quand on a une vision aussi forte, on doit la faire accompagner par des gens qui ont aussi, on va dire, plus ou moins la même ambition. Souvenons-nous du discours fondateur du chemin d'avenir en 2009. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle des palais des congrès. Moi, j'y étais, j'avais eu cette opportunité. Mais le président, quand il a dit pour le chemin d'avenir, nous ne voulons pas des hommes qui ne donnent pas le meilleur de leur-même. Mais dans la salle, les gens avaient crié. Les gens avaient applaudi. Mais aujourd'hui, nous attendons, c'est pourquoi là, nous appelons un nouveau pacte républicain. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec autant d'argent que nous avons maintenant, nous avons des budgets excédentaires. Ça fait pratiquement 4 ou 5 années, on a des budgets excédentaires. On a des budgets de 4 000 milliards de francs CFA, des budgets énormes. Aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que c'est l'argent qui manque. Mais si au niveau de l'exécution, vous savez, nous l'avons dit au niveau du cercle des espérants, le président, depuis son arrivée au pouvoir, est en train de chercher une forme de gouvernement. Il avait des ministres d'État, après il a pris le ministre de Vouba, non, avant les pôles, il a pris le ministre Vouba, coordonnateur de l'action du gouvernement, après il a enlevé le ministre Vouba, il a mis les 4 pôles en plat qui ne marchaient pas, après il est revenu à des ministres d'État. Le président, il est en train de chercher une forme pour mieux maximiser son action. Mais c'est vrai qu'il cherche une forme, mais il ne peut pas maximiser cette action s'il garde les mêmes animateurs. Voilà, on a mis en place au Congo des mesures de la gratuité extraordinaire. Au Congo, la césarienne, je le dis encore, peut-être nombreux ne le savent pas. La césarienne au Congo est gratuite. Au Sénégal, la césarienne, le coût d'une césarienne, c'est 400 000 francs CFA. Je dis bien 400 000 francs CFA au Sénégal. Au Congo, le coût de la césarienne est, je crois, de 235 000 francs CFA. Prise en charge totalement, je dis bien totalement par l'État. Ce n'est pas des avancées considérables, mais s'il y a un déficit de communication pour montrer que la césarienne aujourd'hui, le paludisme, le VIH-Sida, les traitements et le dépistage gratuit, la tuberculose, il y a même un programme national contre la tuberculose, un programme national contre le paludisme, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des avancées. C'est vrai qu'au niveau, par exemple, de l'exécution, on va dire, il y a des animateurs qui coincent, oui, mais ces animateurs, nous l'avons dit, mais quand ça coince, il faut les relever. Voilà. Louis Chibombo, on va terminer cet entretien. Je vais vous demander de regarder la caméra. Oui. Et dans votre tribune, vous avez parlé du Congo du XXIe siècle. À comprendre, nos institutions sont restées les mêmes depuis le XXe siècle, depuis l'indépendance, il n'y a rien à changer. Vous proposez une nouvelle république, vous regardez la caméra et délivrez ce message avec des mots simples. L'ambition que nous avons, c'est le Congo émergent. Je crois que tous les Congolais aspirent à mieux vivre. Et tous les Congolais aiment tellement le Congo, parce que nous voyons, surtout que nous sommes ici en France, nous voyons cet amour de nos compatriotes envers leur patrie. Nous avons besoin, en ce moment précis, de plus de démocratisation. C'est-à-dire que les Congolais participent à l'action publique. Pour participer à cette action publique, il faut que les pouvoirs dans notre pays soient mieux organisés, mieux agencés. Donc, nous avons besoin de ce pacte républicain, un nouveau pacte républicain pour une nouvelle république qui fera la part belle à tous les citoyens congolais. Parce que le principe même de la république, je l'ai trouvé dans la définition de Sieyès, du baron Sieyès, pour ceux qui ont fait sciences politiques ou droit constitutionnel. La définition de la république, c'est quoi? C'est l'intérêt général. On ne peut pas avoir une république là où les intérêts ne sont que les intérêts particuliers.